Aujourd'hui, notre facilitateur vient du Sénégal, Monsieur Papa Alilou. Il est planificateur et ingénieur de formation au ministère de la Justice du Sénégal. Et notre coordinateur, c'est M. Patrick Modeste Compaoré, qui est expert comptable stagiaire au cabinet fidèle. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la session. Si M. Compaoré est prêt pour nous. Oui, oui, Justin. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Donc, bonsoir, M. Lo, bonsoir, Justin, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et alors, une fois de plus, soyez les bienvenus à cette session de webinaire organisée par le Café des Alliés, qui est une initiative du cabinet Fidali. L'idée de cette initiative étant d'offrir un espace d'échange, de partage et de renforcement de capacités entre professionnels, praticiens, étudiants, jeunes, cadres, et j'en passe. Comme M. Wedao Justin l'a dit, je suis Compaoré Modeste, expert comptable stagiaire, auditeur comptable et financier. Je suis très ravi et honoré d'être votre modérateur pour ce webinaire dont le thème, tous un sujet essentiel, j'allais dire, en lien avec les politiques inclusives et durables. Donc, budget vert et budget sensible aux gens, aux personnes handicapées, aux enfants et aux jeunes. C'est un thème qui est au cœur des préoccupations actuelles, en ce sens que nous sommes dans un contexte mondial qui est beaucoup marqué par des défis climatiques, sociaux, mais aussi économiques. Et déjà, le concept de budget vert vise à intégrer des objectifs environnementaux dans les politiques budgétaires pour répondre au mieux aux enjeux écologiques et climatiques. Parallèlement à cela, nous allons voir le budget sensible qui cherche à garantir que les ressources publiques répondent aux besoins spécifiques des groupes vulnérables. Les groupes vulnérables, notamment, on va parler des femmes, des personnes handicapées, des enfants, mais aussi les jeunes. Et donc, nous verrons que ces approches combinées-là permettent non seulement d'assurer une gestion équitable et responsable des ressources, mais aussi de favoriser une société plus inclusive et résiliente. Donc, d'où la pertinence de ce thème. Et pour un thème aussi pertinent, nous aurons le plaisir d'écouter ce soir M. Papa Alilou, qui est un expert du domaine, comme Justin l'a si bien dit. Et nous sommes sûrs que son expertise va nous éclairer sur ces concepts, leur implication pratique, ainsi que les moyens de... Oui. OK. Le moyen de les intégrer dans les politiques et stratégies budgétaires. Donc, préparez-vous à des échanges riches et constructifs. Donc, pour finir, pour un bon déroulement du webinaire et pour que vous soyez aussi à l'aise, nous allons vous demander de couper vos micros et que l'équipe technique aussi puisse veiller à cela. Donc, pour vos questions et préoccupations, vous avez le choix, hein. Soit vous nous laissez un message dans le chat, soit vous utilisez tout simplement la fonction et lever la main. Donc, sur ce, tout en vous souhaitant une très bonne session de webinaire, je vais passer la parole à notre formateur du jour, Monsieur Lo. Si vous êtes prêt, et vous avez le micro. Bonjour, Monsieur Compaoré. Oui, bonjour, Justin. Chers participants, je me réjouis de partager ces moments avec vous ce soir, cet après-midi. Et permettez-moi de remercier M. Bouraïma Saodogo qui m'a invité à partager sur le budget vert et sur le budget participatif sensible aux genres, aux personnes handicapées, aux enfants et aux jeunes. Donc, c'est pour moi un réel plaisir d'échanger avec vous sur ces thèmes. Comme l'a dit M. Compaoré, qui sont d'enjeux vraiment actuellement à travers le monde et plus particulièrement dans nos pays, au Sénégal, au Burkina et j'en passe, dans la zone du Sahel où les phénomènes climatiques sont très bien ressentis par les populations et il y a également la nécessité d'impliquer les couches vulnérables
dans le déroulement des politiques publiques. Donc, c'est vraiment un thème intéressant. Et donc, moi, je suis Papa Ali Lo. Je suis planificateur au ministère de la Justice, à la cellule d'études de planification, du suivi et de l'évaluation. Je suis titulaire d'un MBA en ingénierie de la formation. J'ai fait également une spécialisation en gestion de projet avec un master en sciences de gestion, option gestion de projet. J'ai fait également plusieurs formations dans le domaine du suivi et de l'évaluation, notamment Evaluation Capacity Building avec l'Université d'Anvers en Belgique et le PIFET, le Programme international de formation en évaluation du développement avec l'ENAP Québec. Donc, c'est pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un réel plaisir de partager ces moments avec vous. Donc, je ne prétends pas vraiment disposer de la science pour pouvoir administrer un cours magistral. Donc, comprenez que ce sera des échanges entre adultes. Donc, chacun pourra apporter un plus pour nous permettre, à la fin de cette thématique, de repartir avec plus de connaissances. Donc, vraiment, merci beaucoup de m'avoir associé au Café des Alliés. Monsieur Lo, excusez-moi de vous couper. Je vois que vous avez mis en mode présentation. Mais Comment? si ça ne bouge pas. Allô? Vous avez déjà commencé votre présentation parce que le PowerPoint ne bouge pas. C'est toujours sur la page de garde. C'est toujours sur la page de garde? Oui, oui. Si Pourtant, vous pouvez arrêter le partage, puis le j'arrête et je recommence, hein? Oui, oui. Maintenant, si vous avez, au moins de choisir, il faut choisir écran complet. Écran complet, hein? D'accord. Oui. J'ai arrêté le partage, hein? Nous abordons le budget sensible au climat, qui est autrement appelé le budget vert, et le budget sensible au genre, aux personnes handicapées, à l'enfance et à la jeunesse. Donc, pour aborder cette thématique, je vois nécessaire de venir au terme budget. Donc, quand on parle de budget, c'est quoi un budget? Alors, je commence par des images. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il voit sur l'écran? Excusez, Monsieur Lo. Oui. Nous n'arrivons pas à vous suivre. L'écran, ça ne bouge pas. Nous sommes toujours à la présentation de l'intervenant. Justin, je t'ai partagé le document. Est-ce que tu pourrais le faire? Comme oui, ça, oui. Là, je peux partager et puis vous allez me quitter. OK, OK. Attendez, je quitte alors et vous partagez. D'accord, merci. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Justin. Alors, je disais que je commence par cette image. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit sur cette image-là? Un volontaire? Pas de volontaire? Bon, moi, je peux essayer. Hein? Allez-y, M. Gueye. Oui, c'est ça. Donc, moi, d'abord, je vois, je peux dire un couple, qui peut être des parents. Un couple, oui. Oui. Donc, là, je vois que le chef de famille, il a en tête donc, un certain nombre de besoins. Oui. Donc, et des dépenses peut-être à faire. Donc, des factures d'eau, d'électricité, de santé. Oui. Donc, des besoins de scolarisation pour ses enfants, des besoins en nourriture, donc, Oui. et en habillement. Tout à fait. Voilà. Donc, de l'autre côté aussi, je vois
une femme qui a l'air de demander. Voilà, donc il y a le père de famille je pense qu'il a de l'argent. C'est quel père de famille? Donc c'est le même, hein? C'est le même, très bien, c'est important. C'est le même? Oui. C'est le même qui est là avec beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent, donc, oui. Oui, je vois aussi la femme, la maman, donc qui joue ici le rôle de... Je pense que c'est elle qui vend, hein? Voilà. Elle vend, oui. Voilà, donc elle est en train de prendre peut-être le paiement d'une marchandise. Merci beaucoup, merci M. Gueye. C'est pertinent. Alors, sur l'image de droite, on voit bien le couple. Donc, il y a le papa qui a une enveloppe avec beaucoup d'argent. On peut supposer donc qu'il a reçu son salaire du mois. Et la dame, qui est l'épouse du papa, a une activité génératrice de revenus. Donc, elle fait un commerce. Elle gagne également de l'argent. Maintenant, sur l'image du milieu, c'est le couple qui se retrouve à discuter sur comment gérer les charges de la famille. Et ces charges se retrouvent à l'image au niveau de la gauche. Il y a le riz, le pain, le gaz pour préparer la nourriture, les habillements, il y a l'eau, l'électricité, la scolarité des enfants. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Justin, slide. Alors, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Vous pouvez revenir un peu. Très bien. D'accord. Alors, maintenant, le couple, avec ce dont il dispose, souhaiterait peut-être construire une maison. Donc là, il va falloir planifier. Il va falloir planifier. Et donc, sur ce que gagne le couple, il va falloir faire une épargne pour pouvoir construire la maison en dehors des charges qui sont récurrentes pour la famille. Slide, encore. Et si, par exemple, le papa veut aller à la Mecque ou à Rome, ou la maman, là aussi, il va falloir mettre de l'argent de côté, épargner pour pouvoir satisfaire ce besoin-là. Encore, allez-y. Et s'il arrive également que le papa veut prendre une deuxième épouse, il va falloir trouver des astuces pour économiser de l'argent parce que c'est des charges encore en plus qui vont venir à la famille. Donc, ce qu'il faut comprendre par cette image-là, c'est que les revenus d'une famille, par exemple, le budget familial, permet de faire des dépenses. Et oui, nous allons partager le document après, hein, pour celui qui a écrit tout à l'heure. Donc, le budget familial permet de faire face à des charges qui sont vraiment récurrentes, telles que l'eau, l'électricité, la nourriture, etc. Et ce budget doit être bien géré pour parvenir à satisfaire cette demande-là qui est toujours présente. Et donc, les revenus que le couple gagne permet de faire face à ces charges-là. Slide. Alors, la gestion financière permet à une organisation, que ce soit une famille, une entreprise, une collectivité territoriale, etc., de planifier, de mobiliser et d'utiliser des ressources financières de manière efficiente et efficace. De manière efficace, c'est pour atteindre les objectifs. Et efficiente, c'est atteindre les objectifs
à moindre coût. Et donc de remplir ses obligations et de rendre compte à ses parties prenantes. Parce qu'il faut faire face à ces charges-là et pouvoir retourner, si c'est le cas d'une entreprise par exemple, retourner vers les actionnaires pour leur présenter un bilan et leur dire, leur expliquer les ressources qui étaient disponibles et comment ces ressources ont été dépensées. Donc, un budget est un plan financier annuel d'une organisation qui définit ses priorités de développement et comment elles seront financées, c'est-à-dire comment faire face à ces charges. Le processus budgétaire, donc, est un moyen de déterminer les services qui seront fournis et la manière dont ils seront financés. C'est un processus d'allocation de ressources qui sont rares à travers des demandes illimitées. Comme vous le voyez avec la famille, il y a beaucoup de charges liées à la nourriture, à l'habillement des enfants et des parents même, à la construction de maisons, au loyer, etc. Donc, la planification et les programmes pluriannuels permettent à une organisation d'avoir la continuité dans son programme de développement. Donc, pour revenir, le budget, c'est des ressources qui sont là, qui sont prévues pour être dépensées et faire face à des charges qui sont inhérentes à l'activité de l'organisation. Allez-y, slide. Donc, c'est un instrument de planification. Et la fonction de planification est capitale pour les raisons suivantes. C'est une feuille de route. C'est-à-dire, on fait un choix entre les priorités sur lesquelles on doit mettre l'accent. On a également une stratégie. Donc, c'est une stratégie en ce sens que ça permet de faire une anticipation sur les opportunités et les défis. C'est également un cadre de référence. C'est-à-dire, il y a des indicateurs et des indicateurs qui nous permettent de mesurer les progrès. Et c'est également la participation. Il faut impliquer les parties prenantes. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple d'une entreprise avec ses actionnaires et ses différentes parties prenantes. Parce que l'entreprise doit verser des dividendes à ses actionnaires, l'entreprise doit payer des impôts, etc. Donc, ces différentes parties prenantes telles que l'État, les actionnaires, etc., les banques. Donc, c'est également un moyen de participation. Donc, le budget est un instrument de planification. Ça permet de déterminer quelles sont les dépenses auxquelles nous devons faire face durant une période bien donnée. Et par exemple, au Sénégal ou dans certains de nos pays, le budget est établi sur une durée annuelle, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Justin, slide. Alors ici, nous avons l'exemple d'une collectivité territoriale. C'est une commune, par exemple. Et là, nous avons l'hôtel de ville. On a parlé de participation. Il y a le maire qui est là, qui discute avec ses administrés en présence du préfet. Donc, de comment ils vont avoir les ressources et ces ressources doivent être destinées à quoi? Donc là, vous voyez, il y a le transport, il y a des activités génératrices de revenus, les bouchers par exemple, il y a également les services qui sont liés à l'électricité au niveau de la commune. Donc, à l'image de la famille,
la collectivité territoriale va prendre en charge un certain nombre d'activités qui sont inhérentes au fonctionnement de la collectivité et doit faire face à l'ensemble de ces charges-là. Et pour faire face à ça, il va falloir tirer des ressources de l'activité économique. Et de l'activité économique parce qu'il y a des vendeurs, il y a également des travailleurs qui doivent payer des impôts, etc. Et la collectivité doit collecter ces impôts-là pour faire face à ces charges. Donc, là, nous avons le budget d'une commune, par exemple. Slide. Alors, le budget d'une collectivité territoriale. Là, nous voyons ici le trésor public. Parce que le trésor public joue ce rôle d'interface, en quelque sorte, avec les collectivités, entre les collectivités territoriales et l'État au niveau central. Parce que les ressources qui sont collectées vont au trésor et en fonction de l'affectation de ces ressources-là, en fonction de l'affectation de ces ressources, on oriente le budget de la collectivité selon vraiment la destination qui est souhaitée par la collectivité. Slide. Ah donc, le budget d'une collectivité territoriale, c'est l'acte par lequel on prévoit et on autorise des recettes et des dépenses de la commune pour une année financière. C'est-à-dire que si, par exemple, pour l'année 2025, la collectivité souhaiterait réaliser un certain nombre d'infrastructures, on doit planifier pour voir quelles sont les ressources qui seront destinées à la réalisation de ces infrastructures-là. Et donc, c'est l'acte par lequel on prévoit et on autorise des recettes et des dépenses pour une année financière. Donc, je l'ai dit, dans nos pays, en général, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Il y a un souci, Justin? Très bien, slide suivant. Alors, donc, le budget d'une collectivité territoriale est composé de recettes. Allez-y encore. Il y a ce qu'on appelle des recettes extraordinaires, des recettes ordinaires, telles que les fonds de dotation. Donc, pour les recettes extraordinaires, c'est par exemple le financement par voie de coopération, le financement par le privé, c'est-à-dire des emprunts, le financement par la diaspora, etc. Les recettes ordinaires, ce sont les transferts de l'État, les ressources non fiscales, et il y a également les ressources fiscales, les impôts et les taxes. Et pour les dépenses, il y a les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Allez-y. Donc, ça permet le fonctionnement des services, le paiement des salaires des agents, les infrastructures à vocation économique, équipements et services à vocation sociale également, tels que les écoles, les écoles telles que les dispensaires ou, en quelque sorte, les équipements et les services à vocation sociale. Merci. Slide. Alors, pour le budget communal, comprendre donc que c'est un acte administratif et financier qui regroupe l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses d'une collectivité locale pour la durée d'une année budgétaire. Au Sénégal, l'année budgétaire dure du 1er janvier au 31 décembre. Donc, les recettes doivent être en équilibre avec les dépenses. Il est donc un document référentiel de la finance communale. Donc, là, j'ai commencé par l'explication du budget avec le budget familial, le budget au niveau d'une collectivité territoriale et
allez-y, Justin, on arrive au principe budgétaire. Il faut également comprendre que le budget suit un certain nombre de principes, tels que le principe de flexibilité. Par exemple, si les hypothèses sous-tendant le budget changent, celui-ci doit aussi changer. Si ce qu'on prévoit de faire pour l'année 2025, on sent ou bien on voit qu'il y a un glissement quelque part, donc naturellement, le budget doit suivre ce changement-là. Et c'est ce qu'on appelle le principe de flexibilité. Au-delà du principe de flexibilité, il y a le principe d'équilibre. Ça pose une égalité entre deux parties que sont les recettes et les dépenses. C'est-à-dire les recettes que l'on collecte pour faire face aux dépenses doivent être équilibrées. Donc, ainsi, le budget doit être présenté et exécuté en équilibre. Le principe de participation doit se faire avec l'implication de tous les acteurs qui sont concernés. Parce que l'adage dit que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Donc, il y a nécessité d'impliquer les différentes parties prenantes. Il y a le principe de spécialité. Et là, on prévoit que les crédits sont spécialisés par chapitre. Parce que on regroupe des dépenses selon leur nature ou leur destination. Donc, c'est ça le principe de spécialité. Et enfin, il y a le principe de sincérité. Par principe de sincérité, on entend l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations financières qui sont fournies. Donc, voilà les 5 principes budgétaires. C'est bon? On peut continuer? Alors, on arrive au thème du jour. Allez-y, le budget vert. C'est quoi un budget vert? Donc, ce qu'il faut comprendre, M. Compaoré l'a dit tout à l'heure dans son chapitre introductif, c'est un outil pour la durabilité. Donc, le concept de budget vert, c'est une approche innovante qui intègre des considérations environnementales et climatiques dans le processus budgétaire. Il vise à aligner les ressources publiques sur les objectifs de durabilité, à réduire les impacts environnementaux négatifs et à promouvoir un développement économique respectueux de l'environnement. Donc, ce qu'il faut comprendre donc par le budget vert, c'est un budget qui prend en charge les considérations liées à l'environnement, c'est-à-dire au changement climatique. Les changements climatiques doivent être intégrés également donc, dans l'élaboration des budgets, c'est-à-dire tout faire pour que le budget soit orienté vers le règlement des problèmes climatiques à terme. Allez-y. Donc, le budget vert constitue une nouvelle classification des dépenses budgétaires et fiscales, selon leur impact sur l'environnement et identification des ressources publiques à caractère environnemental. Donc, ici, le but, c'est de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage des politiques publiques. Vous voyez, par exemple, certains pays mettre ce qu'on appelle la taxe carbone, par exemple. Il y a des pays qui, par exemple, ici au Sénégal, on voulait mettre en place un centrale à charbon dans une localité, mais les populations se sont levées et il y a vraiment eu un lever de bouclier et les gens se sont opposés à ça. Donc, les politiques publiques maintenant doivent intégrer l'impact sur l'environnement. Et c'est pourquoi on parle de notion de budget vert. Donc, ça mesure l'impact environnemental de la politique budgétaire sur les divers secteurs du pays. Allez-y. Encore? Alors, quels sont les objectifs du budget vert?
Le budget vert a 4 objectifs. Premier objectif, c'est intégrer les préoccupations climatiques dans les décisions budgétaires. C'est-à-dire le problème de l'environnement, du climat, des changements climatiques est aujourd'hui un des fardeaux qui pèsent sur les épaules de nos États. Et donc, on doit intégrer les préoccupations climatiques dans les décisions budgétaires. Deuxième objectif, c'est stimuler les investissements verts. Par exemple, les énergies renouvelables, la gestion durable. Je reviens sur des exemples que je connais le mieux ici au Sénégal, par exemple, la mise en place du bus rapide transit, c'est-à-dire le transport de masse avec l'utilisation du solaire. Il y a également le TER, hein, le TER qui est un train et qui n'utilise pas vraiment, comment dirais-je, le carburant classique. Et donc, c'est des moyens vraiment d'utiliser des énergies renouvelables pour une gestion durable et qui favorise le transport de masse parce que ce qui était constaté ici, par exemple, avec les embouteillages, il y a vraiment l'émission de gaz à effet de serre. Maintenant, la tendance, c'est de faire en sorte que les gens puissent prendre le transport de masse pour pouvoir au moins réduire les effets sur le climat. Donc, c'est des politiques comme ça qui permettent de stimuler les investissements verts. Il y a également réduire les subventions aux activités polluantes. Parce que dans nos pays, il y a des activités qui sont vraiment polluantes. Et donc, ces activités-là, au lieu de faire des subventions, au contraire, la tendance aujourd'hui, c'est de taxer des activités qui sont polluantes. Il y a le concept de pollueur-payeur qui est souvent utilisé. Et donc, quatrième objectif, c'est accroître la transparence sur l'engagement climatique des États. Vous savez, les États ont pris un certain nombre d'engagements à travers des sommets et pour accroître cette transparence-là, donc, les États doivent dérouler des politiques allant dans le sens du budget vert. Donc, voilà les 4 objectifs du budget vert. Allez-y. Alors, après les objectifs du budget vert, donc, on va se poser la question de savoir pourquoi un budget vert. C'est expliqué de manière tacite lors des slides précédents. Donc, il y a les enjeux environnementaux. Donc, réduire les coûts énergétiques, améliorer la qualité de vie et contribuer à la protection de l'environnement. 2, c'est le réchauffement climatique. Cela entraîne des dérèglements climatiques tels que des sécheresses, des inondations et la fonte des glaces. Le Sénégal, par exemple, ces derniers temps, a connu, par exemple, des inondations dans la zone nord, ce qui est rare, c'est-à-dire le fleuve Sénégal est sorti de son lit et a créé vraiment des incidents graves. Et donc, il y a également nos pays qui font face à la sécheresse, et donc tous ces facteurs sont dus à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Il y a également la dégradation des ressources naturelles. Par exemple, réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver les ressources naturelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est rare de voir des forêts maintenues. Donc, il faut vraiment gérer l'environnement, éviter la coupe de bois, hein, éviter vraiment le braconnage, etc. Donc, préserver les ressources naturelles et promouvoir une économie durable. Enfin, l'érosion de la biodiversité. Cela entraîne des déséquilibres écologiques et menace la survie de nombreuses espèces. Donc, voilà, en quelque sorte, les raisons pour lesquelles on est en train de promouvoir
le budget vert. Justin? Alors, le budget vert, comment il est structuré? Le budget vert se divise donc en 4 parties principales. Il y a les enjeux et défis des changements climatiques qu'il faut expliciter. Quels sont les enjeux et défis des changements climatiques par rapport à notre collectivité territoriale, par exemple, ou par rapport à notre pays? On fait ensuite un état des lieux du changement climatique dans le pays, au Sénégal, par exemple. Un état des lieux du changement climatique. Donc, quelles sont les répercussions du changement climatique au Sénégal? Et là, l'année dernière, en 2024, lors de la présentation du budget, il y a un rapport spécifique qui a été élaboré dans ce sens pour le cas du Sénégal. Je vais partager avec Justin, ça fera partie des éléments de lecture pour renforcer davantage. Il y a également le rôle des ministères. Revenez, s'il vous plaît. Le rôle des ministères, revenez. Donc, le rôle des ministères et les initiatives qui sont en cours et les perspectives. Parce que, après avoir fait l'état des lieux sur le changement climatique, il va falloir mettre en place des stratégies. Et ces stratégies doivent avoir des responsables. Et on doit mettre en place des initiatives pour vraiment dégager des perspectives afin de faire face à ce fléau. Donc, on mesure également des initiatives macroéconomiques et budgétaires. On fait des mesures et des initiatives macroéconomiques et budgétaires pour pouvoir voir l'impact du changement climatique et comment y faire face. Allez-y. Donc, on arrive au principe directeur. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est une approche intégrée. On analyse les dépenses et les recettes en tenant compte des impacts écologiques. Donc, première chose, approche intégrée. Analyser les dépenses et les recettes en tenant compte des impacts écologiques. En deux, on fait une priorisation des investissements en mettant en avant des projets à forte valeur environnementale. Donc, on met en avant des projets qui vraiment doivent avoir un impact significatif sur l'environnement. 3, c'est la transparence et la responsabilité. Assurer une transparence dans la gestion des fonds et rendre compte des résultats environnementaux. C'est ce qu'il faut faire en 3e position. Et enfin, on fait le suivi et l'évaluation, c'est-à-dire on met en place des indicateurs pour mesurer les résultats écologiques. Donc voilà les principes directeurs qu'il faut avoir en ligne de mire pour faire un budget vert. Allez-y. Les avantages par rapport au budget vert, il y a d'abord l'alignement sur les ODD, les objectifs de développement durable. 2, la stimulation de l'économie verte. Vous savez, actuellement, à travers le monde, il y a des fonds qui sont destinés à l'économie verte. Et ces fonds peinent à être captés par nos États. D'où l'intérêt de mettre en place des politiques orientées vers le budget vert, qui permettent de capter des ressources et de pouvoir réaliser des infrastructures et des projets à forte valeur environnementale. Il y a également la réduction des inégalités socio-environnementales, parce que souvent, c'est la sécheresse qui pousse certaines populations à faire l'exode vers les grandes villes. Donc, la réduction des inégalités socio-environnementales permet de fixer ces populations-là et de retenir, d'avoir une certaine équité au niveau de nos pays, de nos territoires. Allez-y. Il y a plusieurs initiatives actuellement à travers le monde
des incitations et des subventions qui sont liées au budget vert. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les crédits d'impôt. Donc, réduction des impôts pour les investissements dans des technologies durables, c'est-à-dire ceux qui créent des technologies qui ont un impact vraiment sur l'environnement et qui permettent de réduire vraiment les effets de la dégradation de l'environnement. Donc, on fait des crédits d'impôt. Il y a des subventions, des soutiens financiers pour l'achat de véhicules électriques, par exemple, ou l'installation de panneaux solaires. Il y a également des primes, des récompenses pour l'adoption de pratiques écologiques et la réduction de l'empreinte carbone, par exemple. Allez-y. Ici, j'ai fait l'illustration de la mise en œuvre du budget vert au Rwanda, par exemple. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Rwanda, c'est le premier pays africain à présenter une contribution déterminée au niveau national. Et cette contribution a été actualisée. Et elle vise une réduction de 38% des émissions d'ici 2050. C'est-à-dire, d'ici 2050, la contribution déterminée au niveau national vise à réduire l'émission de gaz à effet de serre de 38%. Cependant, avec un coût estimé de mise en œuvre de cette contribution à 11 milliards de dollars, il est nécessaire d'attirer et d'encourager les investissements verts. Et pour cela, il faut notamment réformer le système financier. C'est-à-dire, je parle à des comptables, à des financiers, etc. Donc, je sais que vous êtes mieux outillés que moi à connaître vraiment les différents moyens d'attirer les ressources dans les pays. Et donc, le Rwanda a déjà adopté une feuille de route pour la finance durable. Et il l'appelle Rwanda Sustainable Finance Roadmap 2022-2029. Donc, c'est un plan qui dure 7 ans et qui vise la mise en place d'un cadre réglementaire solide pour la finance verte et la gestion des risques climatiques dans le secteur financier. Et ceci va permettre de capter des ressources liées au budget vert et de pouvoir développer des projets à travers le pays qui pourront vraiment aller dans le sens de la lutte contre la dégradation de l'environnement, contre les changements climatiques. Justin, slide. Alors, les enjeux et défis des changements climatiques pour le cas du Sénégal, par exemple. Ici, on constate l'érosion côtière et donc les pertes sont estimées de 55 à 86 km² de plage. Donc, chaque année, on parle de l'avancée de la mer. Et ça, c'est un constat réel au Sénégal. Il y a des populations qui se déplacent parce que la mer a avancé et ils ne parviennent plus à rester dans leur foyer. Donc, les changements climatiques, par exemple, la perturbation des cycles agricoles, l'augmentation des événements climatiques extrêmes, par exemple, la chaleur, la fraîcheur qui, par exemple, depuis un certain temps, n'est plus ressentie comme ça se devait. En décembre, il faisait tellement froid, mais maintenant, le froid s'est déplacé un peu, etc. Tout ça, ce sont des incidences. Les problèmes d'inondation et de dégradation des sols, par exemple, ça, ce sont des enjeux que le Sénégal doit faire face. Et je pense que c'est valable également pour le Burkina, pour le Mali, etc. Il y a un certain nombre vraiment de facteurs qui sont liés au changement climatique et auxquels nos États doivent faire face. Allez-y. Donc, il y a la raréfaction des ressources en eau et la pollution des ressources naturelles également. La perte de la biodiversité avec un impact sur l'agriculture et les écosystèmes.
la vulnérabilité accrue des populations aux inondations, aux sécheresses et autres phénomènes extrêmes. C'est devenu récurrent, par exemple, au Sénégal, les inondations. Chaque année, les populations font face aux inondations et l'État n'a pas vraiment cette capacité d'anticipation pour ne pas que ça arrive. Donc, il faut mettre en place des politiques qui, à long terme, doivent permettre de faire face à ces différents fléaux. Allez-y. Donc, pour le Sénégal, le ministère de l'Environnement est chargé de coordonner les actions pour la gestion des changements climatiques et la définition des initiatives clés. À l'image du Rwanda également, il y a une contribution nationale déterminée. Et il y a des projets d'énergie renouvelable et d'agriculture durable. Il y a des institutions qui sont mises en place pour permettre vraiment de faire face à, comme le COMNAC, l'ANACIM, le CERER, etc. Donc, ce sont des institutions, des organisations qui sont là et qui doivent contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Allons-y. Donc, pour intégrer le budget vert dans le budget des collectivités, on doit faire une sensibilisation et une formation des responsables locaux. Parce que le développement aujourd'hui doit commencer à la base. Et depuis plusieurs années, on en parle. Et donc, les collectivités territoriales doivent être les fers de lance. Donc, et pour cela, il faut que ces collectivités soient conscientes des enjeux. Donc, il faut une sensibilisation et une formation des responsables locaux. Il faut également réviser les politiques locales. Il faut identifier des dépenses sensibles au climat, mobiliser des financements internationaux et locaux. Donc, ce sont vraiment des éléments à prendre en compte dans l'élaboration des budgets des collectivités territoriales pour pouvoir intégrer la dimension verte. Allez-y, Justin. Également, la mise en place d'instruments de suivi et d'évaluation. Parce que le suivi et l'évaluation est important. Parce que si on ne suit pas les politiques qu'on met en œuvre, à l'arrivée, on se rend compte que ça ne suit pas l'objectif que l'on visait au départ. Donc, il faut suivre et corriger au fur et à mesure et à un certain moment, faire une évaluation pour mesurer le degré d'atteinte de l'objectif qu'on s'était fixé au départ. On doit également incorporer des principes de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est l'économie, par exemple, avec la récupération, qui permet de prendre un produit, de faire un recyclage et de permettre à cette économie-là de bien fonctionner au niveau de nos pays pour la transformation et permettre aux populations de gagner des revenus. Il y a également la création de partenaires locaux et régionaux. Trouver des partenaires au niveau local, mais également au niveau régional. Et ceci doit permettre à ces collectivités de faire face aux enjeux du changement climatique. L'incorporation de la fiscalité verte au niveau local également, parce que il y a des efforts qui doivent être faits par nos collectivités pour, en termes de fiscalité. Donc, voilà comment intégrer le budget vert dans le budget des collectivités territoriales. Justin, pratiquement au terme de la présentation sur le budget vert. Donc, les défis et perspectives du budget vert, il faut un changement de comportement. Donc, adopter de nouvelles habitudes et adopter des choix écologiques nécessite des efforts et des changements de comportement. D'où la nécessité de sensibiliser les populations à la base
sur les enjeux de l'heure. Il y a des investissements initiaux. Les investissements dans des technologies durables peuvent être coûteux au début, mais offrent des retours sur investissement à long terme. J'ai parlé du train express régional au Sénégal et du bus rapide transit. C'est vrai, c'est des investissements lourds, mais qui, à terme, vraiment doivent produire des effets, les effets qui sont escomptés. L'accessibilité, donc des solutions durables doivent être accessibles à tous et non réservées à une élite. On ne doit pas vraiment, on doit faire en sorte que l'équité soit de mise, que les populations de l'intérieur comme les populations des grandes villes puissent bénéficier des retombées, par exemple, de ces finances vertes qui, à terme, doivent permettre une vie en toute tranquillité et donc réduire les effets de l'exode rural, du changement climatique, des inondations, etc. Des opportunités. Le budget vert ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises parce qu'il y a tellement de marchés dans le domaine que les entreprises qui vont vraiment se positionner dans ces secteurs-là pourraient vraiment gagner parce que l'objectif de l'entreprise également, c'est la recherche de profit. Les particuliers et les gouvernements également ont un intérêt à aller vers le budget vert pour pouvoir vraiment faire face aux préoccupations des populations pour les gouvernements, pour les particuliers, pour tirer vraiment profit de ce qui est présenté avec le budget vert, et donc pour les entreprises de maximiser leur profit. Donc voilà une brève présentation sur le budget vert, parce que j'avoue que j'avais même un souci pour condenser la présentation et le faire en si peu de temps, parce que souvent c'est des sessions de 2 jours. Voilà donc pour le budget vert. Je ne sais pas, M. Compaoré, si je vais continuer avec le budget participatif sensible aux handicaps, aux enfants, aux jeunes, ou bien on fait des questions sur cette partie-là pour revenir. Je ne sais pas, dites-moi. Oui, Monsieur Lo, moi je pense que c'est mieux qu'on finisse la première partie, qui est la présentation. Et là maintenant, on va aller à la deuxième partie, qui est la phase des questions-réponses. D'accord. Donc, on enchaîne avec le budget participatif sensible aux gens, aux personnes handicapées, aux enfants et aux jeunes. Je pense que c'est mieux. D'accord. Donc, le budget participatif, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus d'engagement citoyen par lequel les membres de la communauté décident ensemble comment allouer une partie d'un budget public. Les citoyens prennent donc des décisions directes sur la manière dont l'argent de la collectivité est dépensé dans leur communauté, en identifiant et en priorisant des projets de dépenses publiques. Donc, ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est une initiative qui est née à Porto Alegre en 1989. Et donc, aujourd'hui, de nombreuses expérimentations se sont déroulées selon des pratiques tout à fait hétéroclites par rapport au modèle brésilien pour s'adapter aux situations locales. Et donc, on voit des modèles de budget participatif un peu partout à travers le monde. Par exemple, en France, il y a Anne Hidalgo qui a fait l'expérimentation en lançant. Oui, M. Gueye a levé la main. Hein? Oui, je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a une présentation parce que rien ne s'affiche, sauf si c'est à mon niveau. Pourtant, ça s'affiche pour moi. Justin, les autres, est-ce que vous voyez? Là, on voit. Hein? C'est bon? Là, je vois. Oui, là, ça s'affiche, oui. Ah, d'accord, très bien. Alors, donc, c'est une initiative qui est née en Amérique du Sud, particulièrement au Brésil, et qui, aujourd'hui, a fait pratiquement le tour du monde.
Donc, depuis 2014, des collectivités territoriales de toute taille déploient un budget participatif. Cette tendance s'est accélérée à partir de 2020. Donc, de ce foisonnement d'expériences, nous constatons des particularités, mais aussi des schémas qui sont communs. Allez-y, Justin. En général, le montant alloué pour l'expérimentation du budget participatif est entre 5 et 10% du budget d'investissement de la collectivité territoriale. Ce sont majoritairement des projets en dur qui sont financés, par exemple des espaces verts, des jardins partagés, des crèches, des terrains de sport, des médiathèques, etc. Il s'agit également d'une démarche originale, car elle allie participation et délibération. C'est-à-dire, ce sont les populations, les citoyens eux-mêmes qui décident de ce qu'il faut réaliser pour leur collectivité. Et donc, ils choisissent parmi tant de projets, ça peut être par vote, ils choisissent un projet à mettre en œuvre et la collectivité, en accord avec ces populations-là, conduit ce budget participatif. Donc, la délibération intervient par la mise en débat de la définition collective des politiques publiques à mener à partir de l'enveloppe budgétaire accordée. Si, par exemple, la collectivité dit que nous allons prendre 10% du budget d'investissement que nous allons allouer au budget participatif. Donc, les populations on fait un appel à projet. Donc, chacun va proposer un projet et on va faire un tri et peut-être arriver au vote et choisir quel est le projet le mieux indiqué pour la collectivité. Il y a Yves Saint-Omer qui dit que pour que la démarche soit qualifiée de budget participatif, elle doit remplir 5 critères. 1, ça doit porter sur des questions financières. 2, ça doit concerner un territoire doté d'une assemblée élue et de compétences propres, c'est-à-dire une collectivité territoriale, par exemple, une mairie ou un conseil départemental, se répéter de manière régulière. Assurer une forme de délibération publique, c'est-à-dire que le choix doit provenir des populations. Ça doit faire également l'objet d'un suivi de la mise en œuvre des projets. Allez, donc, on arrive au budget participatif sensible aux gens, aux personnes handicapées, aux jeunes et aux enfants. Donc, ce budget est un budget qui profite à tout le monde, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes. Donc, il y a le principe d'équité, aux personnes handicapées, aux jeunes, aux filles et aux garçons, car il favorise une distribution équitable des ressources entre les sexes et contribue à fournir les mêmes opportunités à toutes et à tous. Donc, la budgétisation sensible au genre est essentielle à la fois pour favoriser la justice entre les femmes et les hommes et la justice sociale. Elle implique d'examiner les budgets des États et leurs répercussions selon les sexes, les normes et rôles qui sont associés à chaque genre et les relations entre les femmes et les hommes. Par exemple, il y a des couches vulnérables dans nos collectivités. Et ces couches vulnérables font partie de la collectivité. Il faudrait vraiment que leurs préoccupations soient prises en charge dans le fonctionnement ou le déroulement de nos politiques publiques. La budgétisation sensible aux genres cherche donc, par ailleurs, à faire évoluer ces budgets dans le but de garantir la pleine réalisation des engagements en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Allez-y. Donc, il convient pour cela de déterminer l'impact sur les femmes et les hommes, sur les personnes handicapées, ainsi que sur les filles et les garçons des points suivants. Donc, comment sont collectés les fonds? Est-ce que c'est de l'impôt direct ou indirect? Est-ce que ce sont des redevances, des amendes
ou des prélèvements sur les importations, par exemple, et comment les recettes sont perdues par le recours aux paradis fiscaux, à l'évasion fiscale et aux mesures incitatives improductives. Ensuite, comment les fonds sont dépensés? On cherche d'abord comment ces fonds sont collectés. Maintenant, comment ces fonds sont dépensés? Est-ce que ce sont des dépenses affectées aux services publics, aux programmes de protection sociale ou des infrastructures comme les routes? Les dépenses sont-elles suffisantes pour répondre aux besoins pratiques et stratégiques des femmes et des hommes, ainsi que des filles et des garçons, tout en contribuant à combler le fossé entre les femmes et les hommes? Donc, il y a la dimension de l'égalité de genre et également l'équité. Comment les décisions prises pour recueillir et dépenser les fonds se répercutent-elles sur le travail de soins non rémunérés et de subsistance, et sur la distribution de ce travail entre les femmes et les hommes? Les dépenses effectives sont-elles conformes aux prévisions budgétaires? Parce qu'on l'a dit, le budget, ce sont des prévisions de recettes et de dépenses. Donc, est-ce que les dépenses effectives sont-elles conformes aux prévisions budgétaires? Allez-y. Donc, les femmes, les hommes, les personnes, les filles et les garçons ont souvent des besoins et des priorités pratiques et stratégiques très différents. Souvent, les femmes sont sous-représentées dans la vie publique et pourtant leurs besoins doivent être pris en compte. Par exemple, les politiques économiques risquent de ne pas tenir compte de leurs besoins ni de leurs priorités. Ces politiques qui paraissent neutres en premier lieu peuvent avoir des effets inattendus, comme aggraver les inégalités entre les couches de la société. Je me rappelle d'une anecdote qui nous a été donnée, c'est-à-dire dans un village, on voulait construire une maternité et on vient consulter la population. Pour consulter les populations dans ces villages-là, d'habitude, ce sont les hommes qui ont voix au chapitre, ce sont les hommes qui parlent. On vient, on demande au patriarche du village et ils choisissent un emplacement pour faire la maternité. Bon, après la réalisation, on constate que les femmes continuaient à donner naissance dans les familles. Donc, elles ne fréquentaient pas l'infrastructure qui est construite. Au bout du compte, on vient faire une enquête auprès des femmes et elles disent qu'elles n'ont pas été associées à la mise en place de cette structure. Et donc, l'emplacement qui est choisi, bon, elles sont mal à l'aise pour y aller. Et donc, c'est vraiment très compliqué. C'est pourquoi elles continuaient. Donc, d'où la nécessité d'impliquer les bénéficiaires à la réalisation des infrastructures, des projets qui leur sont destinés. Donc, la dimension participation, la dimension implication des parties prenantes est vraiment très importante. Donc, la plupart des États basent leur budget sur les pans de l'économie où des données sont collectées. Par exemple, le marché du travail rémunéré et formel et les domaines qui contribuent au PIB. Lorsque les responsables élaborent des politiques, ils examinent ces chiffres au risque d'ignorer d'autres facteurs pertinents, faute de données disponibles. Or, l'économie rémunérée, par exemple, sinon plus, mais la production alimentaire domestique, la garde d'enfants, les tâches ménagères et le travail de soins ne sont pas mesurés et sont souvent négligés dans l'élaboration des politiques. Allez-y, Justin. Donc, on retient que le budget participatif est une démarche participative qui contribue à une citoyenneté active, c'est-à-dire qui implique les populations à la base dans le choix des investissements, le choix des projets pour la collectivité. Elle laisse la place aux habitants pour se réapproprier leur collectivité et leur donne un espace pour recréer
du lien social entre eux. Parfois, elle peut avoir des vertus de justice sociale en s'assurant d'une réparation des projets et de l'enveloppe budgétaire en fonction des besoins des quartiers, par exemple. Parce que dans une collectivité, il peut arriver qu'on constate que les infrastructures sont regroupées d'un côté. Par exemple, les infrastructures sont au nord ou bien au sud et que les autres sont laissés en rade. Et donc, le budget participatif peut permettre de faire un certain équilibre, c'est-à-dire on fait un choix des investissements et on les oriente vers les zones qui en ont le plus besoin. Donc voilà, mesdames et messieurs, résumé la présentation que je voulais partager avec vous cet après-midi sur le budget vert et le budget participatif sensible aux genres, aux personnes handicapées, aux enfants et aux jeunes. Donc, comme je l'ai dit au départ, je ne prétends pas disposer de la science. Donc, nous sommes là pour partager et donc vos contributions pour l'amélioration de ce que j'ai partagé et vos questions également seront les bienvenues pour un partage vraiment qui pourrait nous permettre de partir, comme dirait l'autre, moins bête à la fin de cette séance. Merci beaucoup vraiment pour cette belle opportunité. Merci. Monsieur Compaoré, à vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur Lo, pour cette brillante présentation qui nous a été très bénéfique. Comme on l'a dit au départ, c'est vraiment un sujet d'actualité et de préoccupation actuelle aussi. Et donc, nous avons fini la première partie. Donc, nous allons rapidement passer à la deuxième partie qui est de faire des questions et des réponses. Et bien avant, je voudrais faire un résumé pour nous mettre tous sur la même longueur d'onde. Donc, nous avons, avant d'aborder notre thème proprement dit, nous avons fait une généralité à travers le budget familial et puis le budget d'une commune. Donc, pour identifier dans chacun des cas les revenus, mais aussi les dépenses, ce qui nécessiterait la mise en place ou la tenue d'un budget. Donc, à ce niveau aussi, nous avons vu que le budget joue un rôle très important, en ce sens que le budget permet de planifier, de mobiliser et utiliser des ressources financières de manière efficiente et efficace, mais aussi de remplir nos obligations et de rendre compte aux différentes parties prenantes. Et donc, nous avons mis l'accent sur la fonction planification du budget, qui est très important, en ce sens qu'il constitue une feuille de route. Donc, ça va permettre de faire les choix des priorités sur lesquelles mettre l'accent en termes de financement. Alors, constitue également une stratégie, un cadre de référence et il est de façon participative aussi. Nous avons abordé également ou rappelé les principes budgétaires, qui est la flexibilité, pour dire que le budget tient compte des sous-jacentes sur lesquelles on se base pour établir le budget. Et si ces éléments-là venaient à bouger, nous devons réajuster le budget. On a abordé l'équilibre donc du budget où les dépenses devraient être égales aux ressources. Nous avons également dit que le budget a un principe de participatif, de spécialité et aussi de sincérité. Donc, sur la sincérité, on va mettre l'accent sur l'exhaustivité et la réalité. Donc, c'est après ces généralités-là que nous avons abordé le budget vert, qui est un budget qui intègre des considérations environnementales et climatiques dans le processus budgétaire. Donc, l'idée étant d'aligner les ressources publiques sur les objectifs de durabilité, de réduire les impacts environnementaux négatifs et aussi promouvoir un développement économique respectueux de l'environnement. Et donc, après ça, on a vu les objectifs du budget vert, on a parlé des raisons de pourquoi le budget vert, comment est-ce qu'il faut structurer
le budget vert, les principes directeurs d'implémentation. Ça veut dire que si nous voulons mettre en place ce budget vert, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les avantages? Nous avons parlé des incitations et les subventions liées au budget vert et les rôles de certains acteurs tels que les ministères sur l'implémentation du budget vert. Nous avons vu également comment intégrer le budget vert dans le budget des collectivités, les défis et perspectives du budget vert et tout. Après ce point, nous avons abordé le budget participatif. Et là, on a vu que la budgétisation participative est un processus d'engagement citoyen par lequel les membres de la communauté décident comment allouer une partie d'un budget public. Bon, tout simplement, c'est pour dire que les citoyens prennent des décisions directes sur la manière dont l'argent de la collectivité est dépensé dans leur communauté en identifiant et en priorisant les projets de dépenses publiques. Et là, nous avons vu qu'il y a un auteur, Yves Saint-Omer, qui dit que pour que la demande soit qualifiée de budget participatif, il devait remplir 5 critères, à savoir porter sur des questions financières, concerner un territoire doté d'une assemblée élue et de compétences propres, se répéter de manière régulière, assurer une forme de délibération publique, faire l'objet d'un suivi de la mise en œuvre des projets. Après ça, nous avons terminé par le budget sensible aux gens, personnes handicapées, jeunes et enfants. Et là, nous avons vu que ce budget-là est un budget qui profite à tout le monde, aux hommes et aux femmes, aux personnes handicapées, aux jeunes, aux filles, aux garçons, car il favorise une distribution équitable des ressources entre les sexes et contribue à fournir aussi les mêmes opportunités à toutes et à tous. Donc, vraiment, de façon résumée, c'est ce que je peux dire. Maintenant, la parole est à qui voudrait la prendre pour poser des questions ou pour contribuer. Merci. Donc, vous pouvez, comme on l'avait dit au départ, utiliser la fonction lever la main, comme vous pouvez écrire dans le chat aussi. Merci. Question? Je ne vois pas de main levée. OK. Monsieur Gay, vous avez la parole. Oui, Ouais, oui, d'accord. Bon, permettez-moi de vous remercier d'abord et de remercier M. Lo pour cette brillante présentation, succincte quand même, mais très riche. Donc, qui a quand même éclairé la notion de budget vert. Donc, moi, j'avoue que quand même, j'en entendais tout simplement parler. Je m'imaginais autre chose. Alors que là, je vois que c'est un concept très intéressant qui permet en tout cas de prendre en compte, donc, comme il l'a si bien dit, donc, les sensibilités et les problématiques liées à l'environnement. Maintenant, ma question est de savoir s'il peut revenir un peu sur la notion de fiscalité verte. Voilà, à part ça, moi, j'œuvre beaucoup sur les questions d'emploi des jeunes. Donc, aujourd'hui, on a tendance à parler souvent d'emploi vert. Donc, actuellement, donc, par rapport au programme qu'on déroule généralement dans les pays comme le Sénégal, qui utilisent par exemple les concepts de haute intensité de main-d'œuvre, comment on peut intégrer donc, ces emplois verts-là pour créer des emplois massifs pour les jeunes? Merci beaucoup. Alors. OK, merci beaucoup à M. Gué pour sa question. Je ne sais pas, M. Lo, vous allez répondre directement. Oui, merci beaucoup pour la question, M. Gué. C'est vraiment très important. Et donc, la fiscalité verte, donc on entend par fiscalité verte la fiscalité qui est liée à l'écologie. On l'appelle également la fiscalité environnementale ou écofiscalité. Donc, c'est une forme de fiscalité qui est vraiment émergente et qui vise au moins d'un signal prix, par exemple, et non directement par une norme ou une loi contraignante à protéger l'environnement et les ressources naturelles, en limitant, par exemple, leur dégradation. Je donne un exemple au Sénégal. Il y a des zones où on permet la coupe de bois. Et donc,
il peut arriver que les services, par exemple, des eaux et forêts, que l'État mette en place à travers les services des eaux et forêts des permis. Et donc, pour permettre à ces gens-là de pouvoir procéder à la coupe, il faut avoir ce permis-là, donc moyennant le paiement de quelque chose. Donc, c'est également ce genre d'incitation et de protection de l'État pour éviter la surexploitation, par exemple, des forêts, qui est appelée la fiscalité verte. Elle peut également se manifester à travers le financement d'une restauration ou d'une gestion qui favorise également la protection de l'environnement. Donc, si on voit par exemple des espèces qui sont en voie de disparition, comment protéger ces espèces-là et donc dont également les hommes ont besoin. Donc, on met une taxe qui permet également de pouvoir vraiment limiter les dégâts. Donc, c'est ce qu'on entend par fiscalité verte. Et bon, j'avoue que dans nos pays, ce n'est pas encore très répandu. Mais quand même, c'est bien expérimenté en Europe. L'autre élément, c'est par rapport aux emplois verts. Vous savez, l'environnement, aujourd'hui même, il y a plusieurs initiatives à travers nos pays qui incitent au retour vers l'agriculture. Et donc, ce retour vers l'agriculture à travers le maraîchage, par exemple, permet de lutter contre la dégradation de l'environnement et donc de lutter contre les changements climatiques, de pouvoir préserver cet environnement-là. Et l'agriculture, comme on dit, la terre ne ment pas, permet de capter plusieurs possibilités à travers des emplois qui sont vraiment, qui permettent de nourrir son homme. Et donc, c'est pourquoi nos États, vous voyez au Sénégal, par exemple, avec les projets qui sont déroulés, tels que le projet là, avec Mambeigna, M. Gueye. Oui, les domaines agricoles communautaires. Les domaines agricoles, les DAC, les domaines agricoles communautaires qui permettent à terme d'avoir plusieurs emplois, et qui pourraient permettre de retenir les jeunes dans leur localité. Je donne l'exemple, par exemple, de Linguère, d'où je viens. Et là-bas, à travers la DAC de Dodji, il y a beaucoup de jeunes qui ont des emplois et qui ont des champs qui leur sont donnés, et on met en place des moyens qui leur permettent de pouvoir produire et de subvenir à leurs besoins. Donc, ce sont des emplois comme ça qui sont qualifiés d'emplois verts. Merci beaucoup. Je sais pas si... Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Non, c'est très clair. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Il y a M. Touré qui a levé la main. M. Touré, si vous êtes expert Sawadoro, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Compaoré. Moi, je tenais très sincèrement à traduire notre reconnaissance. Bon, on devrait plus autoriser le ferron, mais bien évidemment qu'il me soit permis de remercier le frère Lo pour la disponibilité et pour la promptitude, parce qu'il a été contacté récemment et il s'est rendu disponible pour partager cette riche expérience avec nous autour d'une problématique qui est d'actualité. Parce que dès lors qu'on parle de budget vert, qu'on parle de durabilité, il est évident que ce sont des problématiques pour lesquelles nos États sont embarqués sans réellement comprendre les enjeux, les implications et sans être capables de capter effectivement tout ce qu'il y a comme potentialité relative. Et aujourd'hui, quand on regarde dans certains pays, par exemple en France,
Actuellement, il y a ce qu'on appelle le CAC vert. Le CAC vert, c'est le commissaire aux comptes qui certifie les comptes de durabilité. Donc, c'est pour dire jusqu'à tel niveau, on a évolué en matière de durabilité et donc en matière de comptabilité de la durabilité et donc qui justifie aussi la pertinence d'un tel thème. Et plus loin, quand on écoute ce qu'a développé M. Lo, là, bien évidemment, on arrive à comprendre de quelle manière on transpose cette problématique de la durabilité dans la planification, dans la budgétisation et derrière ça, dans tout ce qu'il y a comme reporting relatif. Parce que dès lors qu'on a planifié, qu'on a budgétisé, qu'on veut aller dans le sens de l'exécution et qu'on a des indicateurs qu'on doit suivre, là, on est en train de faire une forme de comptabilité de la durabilité. Et dès lors que c'est très maîtrisé par les professionnels que nous sommes et derrière ça, par les différents États, il faut que les États maîtrisent, il faut que les professionnels maîtrisent pour stimuler les différents gouvernements à pouvoir y aller. Et derrière, il est évident que ça a une très forte valeur ajoutée, non seulement pour la génération présente et pour la génération future. Et nous tenons bien évidemment à remercier M. Lo pour ces échanges et pour la qualité de l'exposé qui a été fait, en espérant que d'autres opportunités nous seront encore offertes par lui pour qu'on puisse profiter de sa riche expérience. Merci beaucoup. Je vous en prie, M. Saodogo. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Je retiens de beaux souvenirs de vous à travers notre passage au CESAC. Vraiment, c'est exact. C'est exact, monsieur. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup à Frère Saodogo. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Toulé. Bon. Ok, si c'est bon. Monsieur Vedaro Justin, je ne vois plus de mains levées, je ne vois pas de questions aussi dans le chat. Bonsoir, moi j'ai une question. Je peux? Oui, allez-y. Allez-y. Moi c'est Cheikh Nombré. Déjà, bon, j'aimerais venir sur un point. Je ne sais pas si je me trompe un peu. Par rapport à l'utilisation des éléments solaires, c'est-à-dire les produits solaires, je pense qu'au Burkina, il y a entre griffes une loi je ne sais pas comment l'expliquer, mais la TVA est exemptée de trucs, comment on appelle, sur les produits solaires. Je ne sais pas, est-ce que ça rentre dans le cadre des énergies vertes, des trucs comme ça? Oui, merci beaucoup, M. Nombré. Alors, oui, c'est ce genre d'initiative est pour favoriser l'utilisation de ces ressources. Par exemple, le soleil, vous savez, on en dispose à gogo en Afrique, mais l'utilisation qui devrait être faite par nos pays est vraiment en deçà de ce que nous devons avoir. Donc, c'est des stratégies d'incitation pour pousser les gens à aller vers vraiment ces ressources-là, qui sont des ressources durables, et qui entrent effectivement dans ce qu'on appelle le vert, la lutte contre la dégradation de l'environnement, la lutte contre vraiment les changements climatiques. Parce que aujourd'hui, si vous vous rappelez bien, même il y a certaines années ont favorisé vraiment l'entrée de produits qui sont interdits en Europe. Et donc, il y a certains États qui ont mis des barrières ou qui élèvent les taxes par rapport à ça, pour freiner vraiment l'utilisation de ces produits-là qui contribuent à la dégradation de l'environnement. Donc, le fait que le Burkina encourage l'utilisation du soleil peut être considéré comme une politique allant dans ce sens-là. Merci beaucoup.
Ok, merci. Merci beaucoup, M. Lo, pour votre présentation. Merci également à ce component. Donc, je crois qu'il y a plus de temps, donc je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième webinaire. Nous allons vous partager bientôt les informations de notre troisième webinaire qui sera et ça pourra le vendredi 3 janvier 2025, l'année prochaine. Donc, vous souhaitons votre fête d'année à chacun. On se retrouve vendredi prochain. Merci.